Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique. C'est pour ça que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs et des experts et on prend le temps de décortiquer les meilleures pratiques d'affaires, tout ça dans le but de vous inspirer, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Gabrielle Tupula qui est à la tête de Big Bang, une firme qui se spécialise dans la transformation numérique des PME. J'ai la chance de collaborer avec Gabrielle et ce que j'aime de son approche, c'est malgré le volet très informatique, il est capable de suivre son intuition et d'offrir des solutions intégrées dans les organisations sans avoir des solutions vraiment individuelles. Donc, c'est extraordinaire ce que Big Bang fait et je vous invite, si vous avez envie de changer les choses dans votre organisation, de faire ce virage-là numérique, un bel épisode à écouter. Bienvenue, Gabrielle Tupula de Big Bang. Bonjour Cléo et merci pour le bel accueil. Et tu as une super belle voix radiophonique, fait qu'on va avoir du fun ensemble à t'entendre. Hein? Puis moi, je veux tout savoir ton histoire aussi, en plus. Parfait, pas de censure. Pas de censure, excellent. Écoute, on s'est connus, Gabrielle, quand tu étais propriétaire d'une autre entreprise et ça avait cliqué, nous deux, parce que tu te définis comme un bâtisseur de solutions. Mais j'ai toujours trouvé, à toutes les fois que je parlais avec toi, il y a toujours des solutions à tout. Fait que je t'appelle, il y a quelque chose. Et je trouve ça intéressant de t'avoir ici sur le podcast parce que maintenant, tu es à la tête de Big Bang, qui est vraiment un intégrateur. C'est quoi la terminologie exacte, dans le fond, que tu définis Big Bang? Le buzzword du jour, c'est transformation numérique. Oui. Mais on est une intégration on est un intégrateur de solutions de gestion d'entreprise. Là. Donc, okay. les acronymes qu'il faut retenir, là, ERP. CRM, en gros, là, c'est n'importe quelle plateforme, outil, solution informatique pour gérer les opérations globales d'une entreprise. Là. Donc, très tendance, il y en a beaucoup. On entend pas donc tout ce qui est transformation technologique ou numérique ou peu importe, tu vas œuvrer dans ce domaine-là. On a beaucoup de clients ensemble parce que c'est un défi dans l'entreprise en hypercroissance. Le deuxième goulot à l'hypercroissance, c'est toujours les infrastructures technologiques. Donc, je suis contente que tu prennes le temps aujourd'hui de venir nous parler de ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime toujours connaître la personne derrière Big Bang. Gabrielle, c'est qui? Il vient d'où? C'est quoi ton parcours? T'es né où? Né à Montréal, grandi à Montréal, ingénieur de formation, avec de très mauvais résultats scolaires. Ah oui? J'avais dit pas de censure. Oui. J'ai toujours aimé ça faire des projets. J'ai toujours aimé ça faire des choses en marge des études. Donc, à l'université, il y avait beaucoup de comités étudiants, beaucoup de projets. J'ai un peu galéré, si on veut, dans la scène musicale, un peu dans les films amateurs à l'époque, les courts-métrages. À la sortie de l'université, j'ai travaillé dans le multimédia parce que c'est ça qui m'intéressait au début, mais j'ai bifurqué un peu dans le commerce électronique, puis après ça, j'ai fait du marketing web. Donc, j'ai fini par toucher finalement à toutes les sphères d'une entreprise d'un point de vue TI organisationnel dans un laps de temps assez court pour finalement tomber justement là, dans les systèmes ERP, les systèmes de comptabilité qui sont plus, je dirais, plus robustes, plus complexes à déployer. Puis c'est ça, donc depuis plus de 15 ans maintenant, j'œuvre vraiment dans les solutions infonuagiques pour entreprises. OK. Puis tout ça en parallèle, parce que ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a eu une explosion de possibilités technologiques. Tantôt, tu parlais de transformation, puis justement, c'est les moyens par lesquels une entreprise peut se transformer aujourd'hui, là, mais il y a beaucoup plus de possibilités qu'il y a 10 ans. Là. Il y a beaucoup de produits en vogue. Il y a beaucoup de produits qui sont rendus des standards aujourd'hui, qui n'existaient même pas il y a 5 ans. Là. Fait qu'à la vitesse où ça va, là, c'est quasiment infini, hein? C'est infini, les possibilités, puis tout ça. Puis ingénieur en quoi? Informatique. Informatique, OK. À l'époque, tu étais là-dedans. Puis quand tu parlais que tu as aimé le cinéma, la musique... c'était quoi? Ça, c'est un peu trop de temps passé à la radio étudiante, à la télé étudiante. Okay. Ou dans ces eaux-là. Ouais. Dans ces eaux-là. Tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Mon père est entrepreneur, oui. OK. Lui, il a fait génie civil. OK. Puis en construction, surtout. En construction, surtout. Puis, tu sais, fait que là, on est arrivé tout de suite
pourquoi tu aimes les solutions comme ça de transformation numérique. Mais c'est quoi ton profil d'entrepreneur? Tu sais, tu dis que tu aimais beaucoup les projets, tu as œuvré dans plein de choses, mais j'aimerais ça connaître ton histoire par rapport à ça. Bien, mon profil d'entrepreneur, je dirais, j'aime beaucoup expérimenter, j'aime ça faire beaucoup d'essais, puis j'aime pas la théorie trop. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, tangible. Le temps d'en parler, c'est le temps de le faire, mais on va le faire, puis on se plantera, puis on viendra après. Fait que j'aime ça, avoir de la flexibilité, de la liberté. J'aime ça essayer, puis j'aime pas ça aller en zone connue. Je le dis tout de suite, moi, j'enlève rien aux gens qui ont du succès dans les histoires plus classiques ou plus en règle. Moi, je suis peut-être un côté plus cinématographique, justement. Là. Je trouve que les belles histoires, mais c'est souvent celles qui sortent des sentiers battus puis qu'on n'a pas vu venir. Ou c'est ça. J'aime ça, avoir une belle histoire à raconter. Puis ce que ça fait comme au niveau entrepreneur, mais ça fait des belles histoires. Oui. Des fois de croissance, des fois de sommets que d'autres personnes n'ont pas atteints, mais ça passe souvent par je vais faire un scrapage des profits. Oui. Ou des dissociations d'associés, recommencer. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça. Mais toi, à quel moment tu as décidé de dire, regarde, je veux fonder mon entreprise? Ça a été quoi ton parcours en termes de carrière? J'ai toujours... quand j'ai gradué de l'université, c'était clair dans ma tête, un jour, j'allais partir de quoi tout seul ou avec d'autres gens. Moi, je n'allais pas rester simple salarié encore, aucun problème avec ceux qui le font, mais moi, c'était clair, j'allais essayer d'autres choses. Et puis, la transition, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vont venir me voir pour avoir du coaching, mais je leur donne exactement cette recette-là, mais va voir ton boss, dis-lui que tu pars un projet, puis le jour que les heures du projet vont prendre plus d'heures ou que tu vas avoir besoin d'un gros sans-solde, mais tant mieux. C'est-à-dire que ton entreprise va fonctionner. J'ai des employés aujourd'hui qui vont venir me voir, puis des fois, ils vont être gênés en disant « j'ai une idée d'entreprise », je vais faire « mais non, c'est pas de problème, je t'encourage à le faire ». Puis je vais leur dire « mais prends le sans-solde, pars, fais ce que tu veux, on s'arrange avec le client ». Puis je pense que c'est ça, je crois pas, en tout cas, parce que je l'ai pas vécu, je crois pas à l'entreprise qu'on part avec un plan d'affaires, puis là, on en atterrit, je pense qu'il faut savoir, il faut se lancer, il faut faire le plongeon, il faut briser, il faut y aller. Il n'y a pas de bon moment. Hein. Il n'y aura pas un calendrier à telle date, je pense. C'est vraiment, il faut se lancer, puis des fois, on revient, des fois, on est vraiment parti trop loin, mais la vérité, c'est que je pense qu'on s'en aperçoit même pas quand le saut est fait, puis que ça fonctionne, puis c'est comme un enfant qui apprend à pédaler. Là. La bicyclette, elle tourne, puis il n'a pas réalisé qu'elle tournait, puis il continue d'avancer. C'est un peu ça, fait que ça sonne peut-être simpliste, mais c'est ça. Moi, c'était clair, j'allais le faire, puis je pense que c'est une combinaison de ça, de vouloir faire le saut, mais d'être à l'affût des opportunités. Parce qu'encore une fois, c'est un peu comme, je fais un parallèle avec les gens qui pensent que les bonnes idées viennent avec le brainstorm. Si on se met dans une salle, on se met à brainstormer, bien, il va peut-être y avoir des bonnes idées, mais je pense que les meilleures idées arrivent quand on est dans la douche, quand on est dans le trafic, quand on est en train de prendre un verre avec quelqu'un ou on regarde une émission puis on a un flash. Puis c'est ça qu'il faut capturer, mais c'est un peu la même chose partir en affaires, c'est être à l'affût parce qu'on ne sait pas quand va arriver l'opportunité ou la bonne idée, puis c'est être ouvert d'esprit, de dire oui plus que non, puis de vraiment avoir une attitude de si on n'a rien à perdre, mais autant l'essayer. Oui. C'est ça. OK, je comprends. Puis ça a été quand, toi, justement, la première fois que tu t'es lancé? Mais justement, l'autre entreprise dans laquelle j'étais associé, avant celle-là, j'avais croisé mon ancien patron dans la rue, puis justement, plusieurs personnes vont pouvoir dire « Hey, salut, comment ça va, blabla, on prend-tu un verre? Oui, on s'écrit. » Ben, il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter la conversation là, mais moi, j'ai fait « Bon, ben, regarde, oui, je t'écris. » Mais moi, j'y écris, on s'est parlé. Finalement, lui, ça faisait comme 2 ans qu'il cherchait quelqu'un pour l'assister dans son entreprise qui avait démarré, qui avait un beau potentiel. Mais puis, je pense que les autres, mais ils n'ont peut-être pas rappelé ou peut-être qu'ils n'ont pas aimé ça. Parce qu'à la fin, c'est pas tout le monde qui veut passer de travailler dans un bureau à aller dans un demi-sous-sol, dans un duplex. Mais c'est ça illustre très bien la belle opportunité. Elle va peut-être pas se présenter d'une manière genre flashante, mais c'est juste dire, bon, ben, je m'en vais essayer. Puis j'ai dit, bon, ben, regarde, je te rejoins. On va essayer une couple de mois ensemble. Puis si ça marche, mais je vais te rejoindre pour plus full-time. Puis c'est ça. Puis c'est ça qui s'est passé dans les faits. Je l'ai rejoint full-time. Puis on a grossi ça. Là. Grossi l'entreprise. Et puis, puis, dans le fond, cette entreprise-là était toujours dans le même domaine que tu es actuellement aujourd'hui. Similaire, très proche. Très, très similaire, tout ça. Et à un certain moment donné, tu décides, toi, de quitter cette organisation-là pour partir ta propre entreprise. Oui. Puis, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais de savoir, dans le fond, qu'est-ce qui a fait le déclic, justement. Tu sais, tu t'es lancé, tu as eu des belles années de croissance. Moi, je vous ai accompagné, même c'est là que je t'ai connu, à travers cette organisation-là. Tu as eu des belles années de croissance, mais à un certain moment donné, c'est quoi? Y a-tu quelque chose qui a émergé en toi qui est encore plus fort, un désir de faire les choses différemment?
ça revient à ce que je disais tantôt. Moi, je n'aime pas rester dans la zone de confort longtemps. Fait que ça me prenait élargir les possibilités. Je voulais pas être restreint à faire la même chose tout le temps. Je voulais couvrir plus gros en expertise, plus gros en géographie, plus gros en possibilités. Puis c'est ça. Là, l'entreprise dans laquelle on est maintenant, je pense que 10 fois plus de possibilités de services et de technologies qu'il y en avait là où j'étais avant. Puis tu lui as donné une twist un peu différente qui Ouais. était vraiment plus en fonction de ta vision à toi, puis de tes... Oui, parce que, en fait, j'essaie de le synthétiser le plus facilement possible. C'est quand on est, justement, là, toi, tu vois plein d'entrepreneurs en croissance, puis quand il vient le moment de trouver une solution globale à la gestion de leur entreprise, mais il y a tellement de gens sur le marché, c'est des revendeurs des Oui. spécialistes de. Puis c'est cute, c'est beau, puis ça peut être des gens qui sont excellents, très bons à faire ce qu'ils font. Mais c'est que ça met sur le fardeau à la personne, à l'entrepreneur, à l'opérateur de faire les bons choix ou de gérer plusieurs fournisseurs. Puis aujourd'hui, c'est plus, il n'y a plus de one size fits all. C'est pas aller chercher les meilleurs morceaux de tout ce qui est possible sur le marché pour doter une entreprise puis la rendre compétitive, mais on va avoir besoin de plus qu'une spécialité. Oui. Puis Big Bang, c'est ça. On en parlera tantôt, j'imagine, mais Big Oui. Bang, c'était de venir annihiler, si on veut, réduire, désamorcer le mal de tête, la pression qu'un opérateur d'entreprise aurait à aller dealer avec un spécialiste A ou un spécialiste B. Tout, au final, on va au garage. C'est pas vrai que tous les mécaniciens sont spécialisés de la même chose, de la même façon, mais c'est un peu la même chose. C'est avoir un service clé en main qui va venir enlever de la pression aux décideurs dans les postes opérations des entreprises. Opération des entreprises, exactement. Puis, dans ton parcours à toi, tu sais, dans le fond, c'est quoi les leçons apprises que tu as? Parce que là, tu te lances, tu le fais, tu suis ton instinct, mais ça peut pas toujours être facile non plus. Fait que c'est quoi les leçons apprises pour Gabriel? La plus grosse leçon comme entrepreneur, c'est dans un contexte de croissance, là, puis on veut s'entourer de gens intelligents, de gens performants, puis d'avoir la bonne équipe, c'est l'alignement. Okay. S'il y a une chose que j'ai sous-estimée, puis que mes proches vont me reprocher encore, puis je dis même pas ça, je ne suis pas déçu, ils me le rappellent, c'est que je suis quelqu'un, des fois, je vais vite, j'aime ça exploiter les zones grises, fait que je me faufile, mais c'est clarifier puis communiquer, puis être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, parce que sinon on part, puis on perd des joueurs en chemin ou des choses qui se perdent. Fait que, puis je l'ai vécu là, chez Big Bang quand on est passé de 100 à 150 personnes. C'est encore quelque chose que je m'étais dit, on est déjà 100, aller à 150, variation sur un même thème, on va se rendre. Non. Je l'ai vu, le gap communicationnel, oui. la couche de plus que ça l'ajoute, puis la discipline que ça prend pour mieux communiquer, puis d'être sûr que tout le monde comprend ce qu'il doit faire, là, ça prend pas grand-chose pour que ça lâche. Oui, c'est ça. Fait que toute la notion, puis tout à fait, l'alignement, on s'entend-tu que c'est important? Je pense que c'est là que tu as adopté aussi les outils de scaling up. Hein? Exact, mais c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on s'est rejoints, puis c'est là que j'ai repris le modèle dont tu fais la promotion, là, donc les outils Gazelle, Rockefeller. C'est une bonne base, mais c'est ça. Des fois, on se dit, le one-page est là, c'est clair. Non. Il faut le marteler, il faut le répéter. Exact. Ouais. Puis je pense aussi que tu as fait un très bon travail de développer la culture et l'ADN. Tu sais, Big Bang a gagné de nombreux prix comme meilleur employeur, plusieurs années, des prix de croissance, tout ça. Quand tu as démarré Big Bang, c'était là, ce que tu voulais, c'était d'avoir une vision un petit peu plus élargie des solutions. Mais toi, comme personne, tu voulais quoi? T'sais? Mais c'est une bonne question parce que pour pouvoir offrir, concevoir, en fait, mettre en place le modèle de Big Bang qui est ambitieux, dirait on va avoir sous un même toit un nombre record d'expertise puis être capable de desservir toutes les industries, toutes les géographies en disant on va avoir la réponse à 80% des problèmes. Mais pour réussir à battre ça, ça prend des gens curieux intellectuellement, ça prend des gens allumés, ça prend des gens qui n'aiment pas ça faire la même affaire 4 mois de suite puis qui ont besoin de changement. Fait que Big Bang se devait d'être un environnement pour que les jeunes curieux, les gens curieux puissent s'émanciper, apprendre, puis jamais faire la même chose. Moi, j'aime pas ça faire la même chose tout le temps. Là, je l'ai dit tantôt, j'aime pas ça rester dans la zone de confort. Donc, c'était créer un environnement propice aux gens qui, eux non plus, par défaut, n'aiment pas ça, rester dans la zone de confort. C'est pas dire qu'on est un sweatshop et que tout le monde travaille dur tout le temps, mais c'est juste dire, quelqu'un qui trippe, qui veut apprendre, puis qui veut pas avoir aucune limitation. Chez Big Bang, personne ne va se faire dire c'est pas ta job ou non, on va pas là. Ou souvent, c'est OK, mais va voir. Puis viens nous faire un rapport après. Puis explore. Explorer puis créer un environnement où, par défaut, on peut dire oui à tout.
essayer, se casser la gueule, revenir, puis continuer. Continuer. OK, parfait. Oui, je comprends. Et là, dans le fond, tu fais ton plan stratégique. Ça a été quoi tes années de croissance? Parce que là, tu parles, tu es rendu à 150 employés. Tu es aujourd'hui implanté dans plusieurs pays. Alors, peux-tu me nommer les pays ou lesquels vous avez... On a des bureaux physiques au Canada, donc Montréal, Toronto. On en a à l'île Maurice. On en a en France, à Paris. On est en train de faire du démarchage pour en ouvrir d'autres en ce moment au Mexique, à Mexico et au Royaume-Uni, à Londres. Okay. On est peut-être un an en retard là-dessus, mais c'est toujours en voie d'arrivée. Là. Donc, on a des gens qui prennent l'avion, puis on a des bureaux temporaires, là, mais j'aime ça toujours dire. En fait, quand on rentre chez Big Bang, il y a des KPI à l'entrée. Là. Il y a le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, puis le nombre de pieds carrés en loyer dans le monde. Là. Fait que j'aime ça quand ça grossit pour vrai. Là, parce que pour avoir un bureau physique, c'est pas dire on prend un WeWork, puis on est là. Non, c'est dire... on a des gens sur une liste de paie, on a un bail, on est là pour vrai, là, de la vraie présence physique. Là. La vraie présence physique. Puis c'est quand même, on s'entend-tu que c'est quand même audacieux dans un modèle d'affaires de décider d'ouvrir des bureaux? Tu sais, souvent, la philosophie typique va être de dire, bien, sois roi ou vainqueur dans ton propre pays avant de faire un scale-up ailleurs. J'ai jamais cru à ça, puis je pense qu'intuitivement, c'est quelque chose dans lequel j'ai jamais collé. Autant c'était clair pour moi que j'allais faire de l'entrepreneuriat, autant c'était clair que j'allais sortir d'ici. Moi, je crois beaucoup à l'adage « nul n'est prophète en son pays ». Puis, tantôt, je parlais de scènes musicales et de films. Quand je regarde le nombre de groupes qui ont percé à l'extérieur avant de percer à Montréal, puis pas des histoires subventionnées, mais des groupes qui ont vraiment été à l'extérieur, faire le tour de la planète, revenir ici, puis ah oui, ça vient de Montréal, tout le monde est content, mais c'est ça. Pour moi, la business, c'est la même chose. C'est le monde, la mondialisation, là, amène tellement de possibilités, puis c'est pas vrai que le marché local est nécessairement le plus propice pour ce qu'on a à offrir. Puis aujourd'hui, Big Bang, je suis très content de nos clients locaux. Ils sont là pour nous soutenir, puis moi, je suis fier d'avoir ces clients-là. Mais la réalité, c'est que le 3/4 du chiffre d'affaires n'est pas ici. Puis c'est pas parce que je me suis levé un matin en disant « Hey, je veux pas de clients locaux ». Je veux dire, non, au contraire, on a dit oui ici, on a dit oui là-bas, on a dit oui partout. Puis c'est ça, quand je disais tantôt, je crois pas En fait, je crois pas. J'adhère avec beaucoup plus de difficulté à... On va faire un plan d'affaires avec un marché, puis un pie chart, puis là, voir, bien, s'il y a une tarte à aller chercher, on va aller là-bas. Pour moi, c'est la théorie. Prends un avion, vas-y, puis s'il y a des deals, il y en aura. S'il n'y en a pas, reviens, puis ça sera le coût du billet d'avion. Prends une subvention, croise-toi les doigts. Mais au final, c'est pas comme si j'étais un génie de l'expansion. Je pense que le temps que le monde mette à analyser, je le mets à essayer puis me planter. Puis je dis ça vraiment avec toute l'humilité. Puis ça fait au final, mais quand on est dans un domaine comme le mien, où l'expertise est en rareté, mais pas juste en rareté ici, elle est en rareté partout. Puis au final, la diversification, qu'elle soit en industrie, en technologie ou en géographie, mais c'est un avantage qui est souvent intangible d'un point de vue comptable. Puis je pense que c'est ça qui fait le succès jusqu'à maintenant là, de ce qu'on a réussi à déployer géographiquement partout. Oui, parce que justement, les problématiques probablement de... Puis tu sais, juste avant l'entrevue que débute, on parlait ensemble, qu'on disait... les gens parlent beaucoup de recrutement, mais la vraie game, c'est la rétention de nos gens. Puis, c'est difficile. Tu sais, il y a des périodes, il y a peut-être une récession qui s'en vient, on ne le sait pas. Mais de toi, d'être diversifié géographiquement te permet peut-être d'avoir... il y a peut-être un pays qui est moins avancé qu'un autre ou qui peut venir contribuer à l'autre. C'est comme ça que tu le vois? Exact. Puis nous, quand je dis des bureaux, c'est pas des silos, puis c'est pas genre... Il y a un gestionnaire du bureau de Paris, puis il ne parle pas. Au contraire, Big Bang, on est une compagnie que garder en tête qui est dans quel pays, c'est compliqué. Tu peux arriver à un meeting, là, hier, j'avais une de mes directrices qui était à Montréal, puis ce matin, elle était à Paris. Puis on se parle comme si ça n'a rien changé. Là. On a une vitre dans notre cafétéria qui fait un genre de portail avec les autres cafétérias des autres bureaux. Puis des fois, tu marches, tu fais « Ah oui, c'est vrai, il est à Maurice cette semaine. » Puis le contexte de pensée globale, d'avoir tout le monde, c'est dans quelle time zone ils sont. Là. En fait, finalement, c'est plus de la géographie, c'est la time zone. Puis les gens livrent ensemble. Puis on a de plus en plus de clients qui sont aussi des multinationales ou des gens présents dans plusieurs pays. Fait que ça forme un tout ça. Oui. Fait que quand on parle de diversité, mais on a des clients qui sont diversifiés eux-mêmes. Puis notre personnel est diversifié. Là. On a des gens de toutes les cultures qui parlent toutes les langues. Puis justement, avoir des bureaux dans tous les pays, mais ça fait qu'il y a des gens qui, moi, je vais aller migrer là, l'autre va aller migrer là. Ça, ils vont venir ici ou vont aller en France. Ça donne des opportunités. Ça donne des opportunités. Mais l'autre bord, les gens ici qui disent, bon, moi, je vais travailler 3 mois là-bas.
ben vas-y, go. Ça ne change rien. Fait que, pour ça que je disais tantôt, ce côté d'innovation-là, de flexibilité, mais elle a un coût. Des fois, c'est pas le plus profitable, mais je pense que sur le long terme, on gagne quand même. On gagne quand même. Ouais. Ben, puis, tu sais, honnêtement, tu es le premier entrepreneur qui a cette... qui ne sera pas nécessairement dans l'analyse et les calculs à pu finir, autant que tu as un esprit très analytique de par la nature de ta business, mais en même temps, tu n'as pas peur de foncer. Puis aujourd'hui, dans un contexte post-pandémie et tout ça, ben là, ça peut jouer très fort en ta faveur d'avoir un modèle. Ça a déjà joué. En pandémie, là, c'était, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui peut-être jugeaient notre modèle d'affaires en disant, ben là, en vous éparpillant partout, vous n'êtes pas en train d'être profitable, vous n'êtes pas en train de maximiser votre présence nulle part. OK. Pendant le COVID, là, quand c'était lent ici, l'Europe, c'était correct. Quand l'Europe tombait, ici, c'était correct. Mais c'est jamais planté de la même manière partout. Et ça a été tough, côté staff, mobilisation, tout le kit. Oui, on a eu les mêmes enjeux. Mais côté revenu, ben, il n'y a pas eu de creux. Ça a juste fait un genre de flatline qu'il fallait jouer avec, mais on n'était pas exposé. Là. Je veux dire, on s'en est sorti. Là. Puis, oui, il y a une diminution de revenus, mais pas aussi catastrophique qu'on aurait pu avoir dans l'autre. Puis, le nombre de fois qu'on a pu juste envoyer des consultants qui retournaient dans leur pays, mais dans le fond, on pouvait aller voir les clients pareil. Fait que, sans jamais violer de loi ou de contrevenir aux normes de sanité, on a quand même on a réussi à servir les clients puis de garder une présence autant que possible. Puis chaque fois qu'un pays laissait tomber le confinement ou que les normes s'assouplissaient, mais on se sautait sur l'opportunité d'aller faire des voyages. Fait que moi, exemple, des voyages que j'ai faits, c'était 1 mois, aller en Europe, aller-retour, je voyais tous les clients. Tu arrives là-bas, ils ont ça fait du bien, on n'était pas sorti depuis la pandémie. Ben, tu sais, quand la première visite qu'ils ont, c'est quelqu'un qui vient du Canada, mais ça donne une prestance assez intéressante. C'est sûr, il dit, tu sais, la relation, elle est là, la relation de confiance, la relation, c'est sûr. Ça, j'aime ça. Et ça fait tout plein de sens. Fait qu'on a parlé beaucoup un peu du modèle d'affaires, de ton côté d'entrepreneur. On voit un peu ton profil. Moi, quand j'ai été visiter tes bureaux, ton siège social qui est à Montréal, j'étais justement impressionnée par la diversité culturelle, justement, qu'il y avait là. Les affichages, les prix gagnés. Tu sais, je pense que tu as réussi quand même à mettre une culture très forte chez Big Bang. L'ADN, elle est forte. Puis ça, c'est les fondations peut-être qui te permettent après de jouer de différentes façons sur différents paliers parce que tu as une base qui est très solide. Fait que parle-moi un peu de ton ADN, d'où t'es venu ces idées-là de valeurs, de culture d'apprentissage. Je m'en rappelle, il y a 5 ans, quand j'ai été te voir, tu m'avais montré les profils que tu faisais pour tes ingénieurs juniors. C'est quoi leur possibilité d'avancement? Tu m'avais parlé de la méritocratie. J'aimerais ça que tu me parles un peu de cette vision-là que tu as, toi. Ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt, c'est créer un environnement où il n'y aura pas de restrictions. Ça sonne très un peu ludique, comment j'en parle, peut-être un peu féerique, mais dans le sens que il faut que les gens soient eux-mêmes leurs propres limites. C'est un peu l'utopie, là. Puis, dans un contexte où il y a toujours une portion du pool de ressources, qui soit financier ou qui soit en temps, qui va être dédié à la R&D, c'est ça. C'est moins de profit là, mais pour être toujours en avant-garde. Puis, un peu comme je disais tantôt, un brainstorm, ben, on peut l'organiser. C'est pas là que les idées vont sortir les meilleures nécessairement. Mais je pense que l'innovation, c'est la même chose. Une entreprise qui va être innovante, elle ne peut pas juste dire, ben aujourd'hui, c'est la semaine de l'innovation, puis la semaine prochaine, on tourne travailler. Je pense qu'il faut que ça soit culturel. Il faut que ça soit en toile de fond tout le temps. Il faut que ça soit un environnement. C'est-à-dire qu'il faut que tu crées un environnement où si le monde a une idée, mais qu'ils prennent une salle puis qu'ils parlent en 2 semaines. Mais là, donne-moi des exemples concrets de chez Big Bang. Donne-moi des exemples concrets de ça, là, de cette culture-là. Là. OK, je vais donner un exemple concret. Fait que chez nous, là, c'est structure hors discipline, ça roule. Là, on aime ça avoir des métriques en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut avoir des données en temps réel. Ça veut dire qu'on est dans le service, les gens doivent rentrer leur temps. Ça, c'est un exemple. Puis chez Big Bang, c'est pas une agence où le monde rentre leur temps 1 fois par mois, 1 fois par semaine. Là, c'est tous les jours. Mais là, il y a les outils. Puis on a beau être des technologues, mais on n'aime pas ça être cordonnier mal chaussé. Fait on a des employés, un en particulier, qui a fait une suite d'applications pour que les gens puissent mettre à jour leur temps parce qu'il n'aimait pas ça le UI de l'application. Il a fait un genre de patchwork qui prenait le calendrier
des employés, puis qui préfilaient le temps avec ce qu'il y avait, puis qui fait racheter des mémos, le tout avec une prédicabilité il faut faire quoi la semaine prochaine. Fait que ça a commencé à saisir de temps, c'est devenu, on va prédire quoi la semaine prochaine, ça, c'est mettre les temps en jour, mais aujourd'hui, il y a peut-être, c'est une application en part entière qui fait partie maintenant d'un portail qu'on a déployé, puis ça va faire quoi, 2-3 ans que ça suit, mais aujourd'hui, c'est vraiment notre intranet à l'interne. N'importe quel employé de Big Bang ouvre son furteur Internet, mais en toile de fond, c'est ça qui ouvre. Puis c'est un agrégat de toutes les sources d'information. OK. Mais ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a eu une initiative parce qu'il s'emmerdait à faire quelque chose. Pour 2-3 ans plus tard, c'est une suite applicative complète, puis c'est même pas fini. Là. On continue d'investir là-dedans. Mais cette personne-là, j'en suis très fier de cet employé-là. Il contribue à la qualité de vie des 150 autres. Au quotidien, on a les données à temps. C'est le côté expérientiel, le côté, je prends les choses en main, puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Puis, wow! Puis c'est ça, mais en même temps, ça prend l'environnement pour que cette personne-là puisse le faire. Si on va dans un milieu plus classique, IT a dit non, ou c'est pas sécuritaire, ou tu sais, oui, c'était pas sécuritaire, maintenant ça l'est, mais le point, c'est que ça prend un environnement où personne va se faire taper sur les doigts pour mener à terme. Fait que ça, c'est un exemple, puis je peux en nommer d'autres, là, mais c'est quand quelqu'un a une idée, il la lance, puis ça va dans un pool, puis si on a les ressources pour le faire, on le fait. On le fait, OK. Ouais. Puis, dans le déploiement de la culture comme telle d'apprentissage, comment vous êtes structuré? Comment vous êtes pris? Tu sais, quelles ont été les étapes? Parce que je pense que vous êtes très fort aussi dans la culture d'apprentissage pour des gens qui sont au balbutiement. Parce que le premier goulot à la croissance, c'est le développement du leadership. Toi, tu te dis que ton mantra, c'était la délégation. Oui, c'est vrai. Fait que là, parle-nous-en. Leadership, on n'est pas encore trouvé la solution, mais pour l'apprentissage de ce qu'on fait dans nos fonctions de base, on a un programme de onboarding. Donc, n'importe quel employé qui rentre, il y a un 3-4 semaines de formation qui s'est développé au fil du temps. C'est-à-dire que on peut prendre quelqu'un qui sort de l'université ou quelqu'un qui vient d'une autre industrie, puis on va je ne veux pas dire le mot recycler, mais on va le mettre dans le moule pour qu'il voit, pour faire un tour de piste de l'entreprise, voir c'est quoi les possibilités, puis savoir qu'est-ce qui est où. Fait que ça, c'est ce qui se passe d'un point de vue perso, mais en parallèle à ça, il y a du mentorat. Puis le mentorat, c'est la clé. C'est-à-dire que autant on veut que les nouveaux aient un mentor pour les aider, les guider dans leurs apprentissages au début, mais ça sonne bien, mais trouver des gens qui vont prendre le temps, qui vont avoir les aptitudes, les prédispositions à dire, moi, je vais prendre quelqu'un sous mon aile, puis chaque fois que j'ai un travail qui m'est assigné, je regardais ce que je peux dispatcher à l'autre pour le former. Mais il faut former les mentors. C'est un mindset en soi. C'est un mindset. Ben oui. C'est ça. Quand on était juste 30, c'est facile. Tu mets tout le monde dans la même salle, puis les mentors émergent eux-mêmes, puis les mentees embarquent, puis tout va bien. Mais quand on est rendu décentralisé à 150 personnes, c'est pas parce que je dis, dans le bureau là-bas, toi, tu vas être mentor de lui que ça va se passer, puis je peux pas nécessairement le surveiller. Fait que c'est là la clé. C'est-à-dire que dans un contexte où on veut être sûr que les gens rentrent puis s'émancipent, mais c'est dire, hey, toi, t'as déjà été mentee puis c'était bon aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a un mentor qui t'a montré des choses, puis oui, c'est vrai. Puis là, c'est à ton tour de donner au suivant, là, un peu. C'est donner le suivant, mais à la fin, c'est en donnant au suivant, on accroît nos possibilités comme équipe, puis toi, tu vas pas faire la même chose tout le temps. Puis les gens n'ont pas le temps de déléguer. Puis moi, dans les formations que je donne au bureau encore, ils disent, j'ai pas le temps de déléguer. Non, tu prends le temps de déléguer. Puis déléguer, c'est prends ce qui traîne sur ta liste de choses à faire depuis 4 mois que tu n'as pas touché, mais regarde, qu'est-ce que tu as à perdre, quelqu'un d'autre le fasse. C'est juste de faire le premier élan, faire les premiers pas, puis d'enclencher la machine. Mais ça prend une culture avec des rappels constants pour que ça se maintienne. Puis ça, c'est la clé. Dans un contexte de croissance, ça, c'est la clé, ce que je viens de décrire. Oui, hein? Ouais. Puis, tu avais même fait aussi, à un certain moment donné, des genres de parcours pour donner de la visibilité aux gens. Là, puis ça, c'était quand même assez innovateur. Là. Ça a été innovateur, mais on est en train de les refaire pour qu'ils soient encore plus concrets. Là, parce que là, ça donnait genre sur un horizon d'1 an, 2 ans quoi faire. Là, on va le faire dans les 3 premiers mois, qu'est-ce qui va arriver? Dans les 6 mois d'après, ce qui va arriver, on va le rendre encore plus granulaire. Plus granulaire, plus gamification. Comme ça, les gens vont peut-être plus se retrouver dedans, puis ça va être moins flou. On va rendre ça clair pour tout le monde au quart de tour. Oui. Puis tu es dans une industrie, Gabriel, que là, les gens sont en demande. Là, je veux dire, je pense juste à mes clients qui cherchent des gens en technologie, ne sont pas capables de trouver personne. Et toi, tu as une boîte de 150 personnes. Fait que comment ça fonctionne de ce côté-là, le recrutement, puis de développer les gens et tout? Là? Le recrutement, on le fait à l'interne, pas d'agence, mais la délégation rentre rentre dans le portrait, si on veut. On a formé des gens à faire des entrevues. Selon les postes, différents gens sont aptes à le faire.
Ça va vite. Nous, on fait beaucoup d'entrevues, 20-30 minutes, puis c'est du volume. Quand il y a des références à l'interne, on les fait tout le temps. Fait qu'on a comme des règles claires qui fait qu'il y a un flux constant de candidats de partout à travers le monde. Puis nous, on est très ouverts aussi à permis de travail, pas permis de travail. C'est juste un checkbox, si on veut. Puis, OK, ben, on va voir si on peut en avoir un. Puis on est très ouverts aux premières expériences. Et puis, on fait beaucoup Nous, c'est la culture qui est importante. On parle d'ADN depuis tantôt, là. On a des outils de tests psychométriques qui nous permettent de voir s'il y a un fit avec la personne ou pas. OK. Fait que c'est-à-dire, oui, il y a l'entrevue, mais on va envoyer des tests techniques, on va envoyer des tests psychométriques pour dire que dans le volume d'intrants, mais on s'assure que les gens qu'on engage aient un minimum de chances de fitter avec la culture, parce que sinon, c'est une perte de temps pour eux, une perte de temps pour nous, puis personne ne gagne. Parce qu'à la base, au-delà de la compétence, c'est comme toi, tu dis, c'est que, mettons que je prends un ingénieur junior, puis au-delà de sa compétence, il va être capable d'être formé peut-être par des gens de l'interne ou avoir un mentor à l'interne, mais c'est l'essence même de cette culture-là, de curiosité, d'innover, de foncer, d'essayer. D'essayer, puis ça va vite chez Big Bang. Fait que si quelqu'un n'aime pas la vitesse, ou quelqu'un aime ça, être pantouflard, mais c'est pas le bon environnement. Ça prend des gens qui sont capables d'apprendre avec l'expérientiel. Si quelqu'un est académique seulement ou il veut juste avoir la théorie ou veut tout lire le manuel de la page 1 à la page 450 avant de se risquer, ça marche pas. Ça prend des gens qui sont le baptême par le feu, qui vont sauter dans la piscine, peu importe l'image. Là, ça prend des gens qui sont willing de se lancer. OK. Puis ça peut dire que quelqu'un qui veut pas faire ça n'est pas bon. Ça veut dire, mais ça marchera pas chez nous. Oui, c'est ça. Puis d'où l'importance d'avoir défini l'ADN. C'est clair en partant. C'est ça. Fait que c'est bon. Puis c'est encore mieux comme ça. Et dans cette culture-là, de vitesse, tout ça, est-ce que tu le vois, est-ce que peu importe la génération, il y a ce même profil-là qu'on peut trouver ou tu vois des choses qui sont différentes de génération en génération? Bon, on va faire un peu l'anthropologie. Oui. L'exemple que je viens de donner de être capable de lire un bout de texte puis pas nécessairement lire le livre au complet, mais ça, il y a une affaire de génération. Moi, je considère, j'étais allé à l'école. En fait, j'ai fait mon université quand les PDF commençaient à être répartis. Moi, j'aime mieux ça, lire sur un PDF. J'aime mieux pouvoir faire du scrolling à l'écran, faire un control find, puis trouver mes mots dans le document. Puis ça amène un genre d'éclatement que tu n'as pas besoin de lire le livre dans l'ordre. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'ouvre un article aujourd'hui, je vais en bas, je remonte en haut, puis c'est tout décousu. Oui. Mais il y a beaucoup de gens de mon âge qui n'ont jamais embarqué dans le PDF, qui ont besoin de lire sur un livre avec un surligneur. Ben, je dirais, sans faire de préjugés ou de l'agisme, là, mais au final, quelqu'un qui n'est pas capable d'éditer en ligne ou d'être real-time, ou tu sais, aujourd'hui, quand je vois les consultants, mais ils sortent des outils de collaboratif en ligne, puis c'est pas je t'envoie mes notes après. Non, tout le monde prend les notes en même temps dans le même outil, là, puis les curseurs se déplacent. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à cette confrontation-là, temps réel, des données, des échanges d'informations, ben, ça fait mal. On a des gens de tous les âges, mais statistiquement, oui, c'est plus les jeunes qui vont être capables de se retrouver là-dedans. Là. Se retrouver là-dedans, mais comme tu dis, il y a des gens qui aiment ça, toujours s'adapter continuellement, puis qui vont faire... On en a. Exact, c'est ça. OK. Bien, c'est bien. Puis là, si on embarque dans un monde, tu sais, là, j'embarque, mettons, d'un point de vue expertise, OK, de Gabrielle et tout ce que tu connais, versus, moi, la réalité quand j'accompagne mes entreprises qui vivent de la croissance ou qui veulent de la croissance, mais le plus grand frein à la croissance, c'est la technologie. Tu m'as même aidé, en fait, le questionnaire, le assessment, là, tu sais, moi, le diagnostic que je fais sur mon site web, c'est toi qui m'avais donné les questions du volet de technologie, parce que moi, je dis toujours, il y a les 4 décisions critiques à la croissance, les individus, la stratégie, l'exécution, les liquidités, mais il y a 2 accélérateurs, la culture et la technologie. Puis toi, c'est ce que tu maîtrises bien. Exact. Puis tu m'avais aidé à formuler les 10 questions. J'aimais les questions parce que c'était comme c'est toujours du gros bon sens quand on te parle à toi. Puis tu sais, c'est comme, puis tu avais dit, est-ce qu'on voit la technologie comme une dépense ou comme un investissement? Tu sais, il y avait vraiment du gros bon sens comme ça. Puis trop souvent, puis c'est ça que moi, le défi que je vois, c'est que je suis pas une experte en technologie, mais je vois que la technologie au service de l'humain et dans leur organisation pourrait leur permettre d'avoir un avantage compétitif pour être en hypercroissance puis atteindre les résultats qu'ils veulent. Mais de faire comprendre ce
bout-là, c'est pas tout le monde. Puis je trouve qu'il y a une lenteur. Les entreprises ont des retards technologiques. Puis c'est comme, on attend jusqu'au dernier moment. Là, puis là, le système, il pète, on perd nos données. Puis là, on décide de le changer, mais il est trop tard. Tu sais. Comment tu vis ça? Comment t'expliques cette réalité-là de la majorité des entreprises? Je pense qu'une partie de la réponse au problème, c'est toi. C'est-à-dire que quand toi, tu fais tes ateliers de croissance avec tes clients, oui. vous définissez les objectifs oui. d'entreprise. Mais ça, c'est un exercice essentiel parce que ça va répondre à la question de pourquoi on fait tout ça. Oui. Fait que, je pensais que tu disais, le problème, c'est toi. Non. La réponse au problème, c'est toi. Non, parce que si toi, tu vas chez un client, puis que moi, je passe après toi, mais il y a déjà un bout de chemin, pas tout le chemin, mais un bout important du chemin qui va avoir été fait, parce qu'au moins, on dit, hey, on a tous décidé ensemble que tel KPI, telle métrique, là, c'était clé pour notre croissance, puis là, il faut qu'on se donne des outils pour le trouver. Oui. Ça, c'est clé. Si moi, je rentre chez un client et qu'il n'a pas nécessairement passé avec toi ou avec la réflexion, puis c'est juste qu'un directeur finance dit, bien, moi, j'aime plus le système comptable, je vais le changer. Tu n'as pas une vision d'ensemble. J'ai pas une vision d'ensemble. Puis, tu disais tantôt, mais le frein à la croissance, c'est le TI. Le frein au TI, c'est les gens. Oui. Ben oui, c'est le premier. Ça revient avec l'alignement. Puis, comment nous, on répond à ça chez Big Bang, c'est premièrement en ayant des outils modernes, des outils clairs, des outils info-nuagiques, des outils accessibles. Nous, on fait des règles. Il n'y a pas aucun projet qui devrait durer plus que 12 mois. Bon, je dis ça, on n'est pas dans... la plupart de nos clients, c'est des entreprises dans la PME ou des entreprises en croissance, des entreprises très dynamiques. On a des gros clients là, qui ont commencé 2 dans un sol, puis qui sont cotés à la bourse aujourd'hui, là, puis qu'on les a suivis. Mais c'est toujours avec une agilité puis un dynamisme. Puis, pour revenir à la question, c'est qu'est-ce qu'on recommande aux entreprises, comment je vois ça? C'est justement, c'est dire, on fait juste des projets de 12 mois et moins. Oui. Puis quand on fait un projet, mais il y a un budget, puis c'est quoi la valeur? Puis les clients qui viennent nous voir, là, c'est justement quand je parle du modèle d'affaires ambitieux de Big Bang, mais nous, on n'est pas un revendeur du produit A seulement, puis on n'est pas tatoué tel produit. On prend le temps de s'asseoir avec le client, puis de regarder, bon, mais son entreprise est où aujourd'hui et où dans 5 ans? 3 ans, c'est un sweet spot. 5 ans, c'est bon. Quelqu'un qui fait des prédictions TI après 5 ans, ben, on va avoir une autre discussion. Là. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à 5 ans. Fait qu'on se trace une esquisse. Puis ça, c'est de dire dans quel ordre, dans quel ordre on va déployer les solutions, puis quels problèmes on veut régler. C'est quoi les irritants? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Puis le défi de l'entreprise, c'est de dire on n'est peut-être pas des technologues, on n'est peut-être pas des spécialistes de tout, mais notre business, on la connaît. La liste d'épicerie avec des initiatives, on la connaît. On a juste besoin de gens pour la budgéter, l'exécuter avec nous. Puis je pense que si les entreprises prennent la discipline de dire « Hey, on est où aujourd'hui, puis on va où plus tard », ce qui est le même cheminement que tu fais avec eux d'un point de vue croissance, puis de dire « Hey, pour arriver là, de quels outils et dans quel ordre on va se doter », mais là, si on arrive à faire cette démarche-là, on n'est plus dans la réactivité. On n'est plus, la base de données a pété, là, il faut qu'on la change, puis on achète un système, puis on est toujours réactif, puis là, c'est pas stratégique. On peut pas être stratégique et être réactif en même temps en TI. Puis le problème, c'est que pour beaucoup de dirigeants, surtout dans le marché local, le TI est un poste de dépense. Oui. Parce qu'ils regardent le T, mais ils ne regardent pas le I que le TI procure. Puis à la fin, c'est l'information au bon moment pour prendre les bonnes décisions. C'est tout. Exact. Pour nous rendre compétitifs, pour nous avoir un avantage. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, exactement. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Mais, tu sais, puis même des fois, mais sauf qu'en même temps, le défi que j'ai, puis moi, dans le fond, moi, ça devient clair, là, mettons, là, tu sais, puis moi, je travaille beaucoup, tu sais, je définis une vision 3 ans, puis tu sais, je vais faire le Vivid Vision avec eux, puis là, on va dessiner, puis là, on va, puis là, ils dessinent même une application, là, tu sais, une compagnie en construction qui décide, hey, on va vendre notre application. OK, mais là, tu sais, après ça, concrètement, là, c'est là qu'on se rend compte que les gens vont avoir des expertises, mettons, de construction, de manufacturing, mais il n'y a comme pas la connaissance technologique, puis les gens, c'est comme un manque de connaissances ou de compétences en technologie aussi, tu sais, que là, il faut comme arriver à éduquer aussi les gens, de dire, bien, regarde, si l'entrepreneur est moindrement pas intéressé sur le potentiel, ça devient dur de voir pour lui le potentiel, tu sais, c'est cette notion-là. Fait comment on peut... Tu sais, un entrepreneur qui le sait mais qui ne le sait pas trop, tu sais, ce serait quoi ses étapes à lui, là, tu sais, de dire, regarde, je veux, mettons, là, moi, je suis bon dans l'expérience client, j'ai une super bonne équipe, tout ça, mais je vais amener mon expérience client à un autre niveau.
Puis je veux me servir de la technologie. Mais là, souvent, ils se retrouvent, je ne sais pas par quel bout tu as commencé, qui j'embauche, qui je parle. Puis justement, quand ils parlent des spécialistes, ça va être un spécialiste qui va essayer de vendre de quoi, vendre de quoi, vendre de quoi. Puis là, ils se ramassent avec 5 outils qui ne se parlent pas, c'est ça aussi. Ils vont dire oui, 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 tout géré en silo, aucun système se parle, il n'y a pas de gain d'efficacité. Fait que je pense que le premier truc, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas de magasinage en silo qui se fait. Ça, c'est super important. Peu importe si l'entrepreneur maîtrise ou pas les technologies, là, si le directeur des ventes magasine son système, puis le directeur de la prod magasine son système, puis ils ne se parlent pas, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'interne quelqu'un ou engager une firme comme nous pour dire « Hey, on va les faire se parler ensemble. Oui. » Ça, c'est un. Puis deux, c'est la feuille de route parce que si je mets le système dans l'équipe des ventes, puis c'est beau, je suis content, je pop le champagne, puis je mets le système dans l'équipe de production, puis même chose, ben ça va peut-être marcher maintenant, mais c'est l'horizon long terme. Puis quels outils se doter, c'est pas compliqué, on est mieux de faire l'exercice en n'ayant pas les produits en tête. Dire, pour être compétitif, où est-ce que ça me prendrait? Ou si on n'a pas l'imagination, mais allez voir les compétiteurs ce qu'ils font, puis peut-être qu'il y a des choses que vous allez peut-être pas refaire. Puis des fois, c'est regarder qu'est-ce que d'autres industries font. Oui. Nous, on a la chance d'avoir toutes les industries. Des fois, tu es comme, ah oui, en telle industrie, là, dans le sport, ils font ça. Comment ils gèrent une aréna de sport, mais comment ils gèrent une aréna dans le récréatif? C'est pas il y a des règles d'affaires. Des fois, tu es comme, hey, ils sont vraiment brillants, eux autres, puis ils vont juste transposer les règles. Fait que, je pense que la réponse, c'est l'ouverture, c'est du long terme, puis de pas faire la grimace en disant, ah ben là, c'est plate. Non, il faut la faire, la réflexion. Puis c'est s'entourer des gens, c'est-à-dire, ça passe par une perte de contrôle. Puis c'est ça, je dirais à l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est proche de ses données, puis ça, c'est ma business, puis je veux contrôler ce qui se passe. OK, cool. Mais ça changera pas. Je pense que ça passe par l'acceptation d'une perte de contrôle, peut-être au début, puis c'est se réapproprier les choses après. Mais si on dans une vision future. Dans une vision future, mais si on ne fait pas ce déclic-là de dire, bon, ben, je ne contrôlerai peut-être pas tout pendant un bout de temps, ben ça n'arrivera pas. Là. Pour faire la transformation. Parce que les transformations sont dures. Puis comment d'entreprises j'ai vu qui ont fait affaire avec une compagnie pour implanter, mettons, un ERP. 1 million plus tard, 3 ans plus tard, le système est désuet et il n'est même pas complet. D'où l'important, je vous disais tantôt, d'avoir des projets en bas de 12 mois, là, des projets de 3 mois, projets de 6 mois, parce que sinon, on peut même corriger le tir si on a fait le mauvais choix ou s'il y a une nouvelle chose qui est sortie sur le marché. Mais justement, une entreprise qui s'entête à installer le système pendant 3 ans, mais les chances sont qu'elle a oublié pourquoi elle le faisait de un. Là. Puis là, c'est même plus quelque chose qui ajoute de la valeur, c'est le projet qui énerve tout le monde depuis 3 ans. Là. Puis, en fait, l'autre chose, c'est une opportunité, on l'oublie tout le temps, là, mais un nouvel outil. Là. On achète des jouets à des enfants, ils se mettent autour, puis ils sont tous contents. La comparaison est peut-être simple, mais déployer des nouveaux outils est une opportunité de mobiliser les gens. Mais trop souvent, ça finit à l'inverse. Ça finit par les irriter parce qu'on ne le vend pas à l'interne. C'est pas parce qu'on a pris la décision de... C'est comme une campagne politique. Hein. Il faut toujours continuer d'en parler à l'interne parce que c'est pas installer l'outil maintenant. Ça devrait être... En fait, on vend une vision 5 ans aux employés, mais on vend les outils qui vont avec. Puis je dirais, là, c'est peut-être plate pour les 6 prochains mois, on change d'outil, mais hey, l'an prochain, là, tu vas pouvoir faire ta job 2 fois plus vite, on va avoir 2 fois plus de ventes, tes commissions vont monter. Tu sais, exact. Il y a une campagne électorale qu'il faut toujours faire puis qui finit jamais. Puis je pense que là, ça serait peut-être une notion que certaines entreprises oublient aussi. Oui, bien, puis ça, je le vois aussi, c'est que dans le fond, puis souvent, comme même des entrepreneurs, je les entends dire, ah, j'ai implanté le système, puis là, lui, il voit le recurring revenue, ça me coûte tant par mois. Mais il y a peut-être 5 de ces gens qui l'utilisent, l'outil, puis ils font encore du Excel en parallèle parce qu'ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été développés. Il n'y a pas des gens qui ont été impliqués. Fait que moi, toutes les fois que je vois quelqu'un qui arrive qui me dit « Ah, je change mon ERP », OK, bien, c'est quoi ton temps de ta gestion de changement? Tu vas la faire comment? C'est qui va être responsable à l'interne? C'est qui va le faire? Parce que souvent, tu as les consultants qui vont arriver, ils vont te mettre le système, après ça, ils partent, puis les gens n'ont pas changé leur comportement non plus, tu sais. Et ça n'a pas, c'est pas été fait dans un objectif de faciliter le travail non plus de l'individu. Il n'a pas vendu, tu sais, il y a comme une job de vente interne aussi des bénéfices d'un système, comme tu dis, la campagne électorale. Puis ça, c'est souvent sous-estimé et pas fait. Puis ça finit que tu te ramasses avec 10 systèmes qui te coûtent une fortune, puis tu as 5 à 10 du système qui est utilisé. Exactement. Puis on est loin d'utiliser à pleine capacité, puis c'est dommage. Puis quand je dis le pourquoi, c'est pour ça que tantôt je disais, si toi, tu éduques une entreprise à ne pas perdre de vue 3 KPI, mettons, en disant hey, cette année, c'est ça qu'on regarde. Si moi, j'arrive à ça, je mets les systèmes, le taux de chance de perte de vue, le pourquoi on fait le projet est plus bas. Parce que les gens vont dire, mais là, on n'a toujours pas les 3 KPI. Ouais. Mais si je rentre quelque part puis ça n'a pas été défini, mais là, le taux de chance de perdre le focus est tellement élevé parce que les gens ne se rappelleront même plus pourquoi ils font ça. Puis là, on a des beaux systèmes au goût du jour, dernier cri, dans lesquels on paye des gros montants. Puis on n'est même pas en train d'utiliser les KPI. Puis toujours,
quand moi j'installe le système ERP, là, quand j'ai le peu de fois encore, j'ai le temps de jouer au consultant, je dis, commençons par faire les dashboards. Oui. Parce que j'aime mieux, tu sais, je dis, c'est comme comment faire le gâteau, mais on va faire le crémage en premier. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Puis en faisant les tableaux de bord dès le début, là, mais ils ne marcheront pas, mais s'activer à les faire fonctionner, au moins on sait pourquoi on travaille. Puis trop souvent, quand c'est pas fait, les clients installent le système comptable, puis on a rendu à la fin, c'est comme, bon, on est fatigué, on va l'utiliser, mais ils ont même pas, il reste juste le dernier bout pour dire qu'ils vont rentabiliser le système, puis ils le font pas. Puis c'est là qu'il faut, nous, notre rôle, c'est de les pousser à le faire, puis c'est les gens à qui tu parles, puis qui chialent que ça coûte juste ça par mois, mais souvent, ces gens-là n'ont pas regardé leur tableau de bord ou ils n'en ont pas bâti un, puis ils ne voient même pas la valeur de l'information en temps réel qu'ils ont. Exact. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est d'avoir tout ce que tu es en train de nous dire, c'est que lorsqu'on veut faire une planification d'une stratégie numérique, il faut avoir la finalité en tête organisationnelle, donc de business, vers où je m'en vais, et de se servir de cette planification-là stratégique numérique pour venir supporter la vision globale. Exactement. Si c'est fait dans cet ordre-là, on vient de donner un sens à l'investissement technologique. Au lieu de dire, ben là, tout le monde a un système CRM, il faudrait en avoir un. Ben, tu sais... Il faut focuser sur le I, pas sur le T. Exact. C'est exactement ça. OK. Quoi d'autre que tu vois dans les organisations, dans le fond, avec les clients que vous accompagnez, tu sais, qui serait bon pour nos auditeurs de comprendre qu'ils ont des défis technologiques? Bien, je pense qu'un shift à faire important, ça revient à ce qu'on disait. Dans beaucoup de compagnies, le TI se rapporte encore à la finance. C'est comme il y a 20 ans avant, les RH, c'était juste les gens qui faisaient la paie dans la finance, puis là, finalement, les RH sont devenus un vrai département. Oui. Mais c'est la même chose qu'il faut faire en TI, c'est que il y a des compagnies qui vont avoir un CIO qui va être au même niveau que les C-level, mais il y a encore beaucoup de compagnies que les IT, c'est opération, c'est finance, puis moi, je pense qu'il faut amener dans l'environnement dans lequel on est, là, puis on vient de le voir dans la pandémie, a donné des leçons à plusieurs, là, c'est plus négligeable. La technologie peut être un avantage concurrentiel, peut faire qu'on va faire plus de ventes, toucher plus de marchés, servir d'une façon plus vite nos clients au meilleur. Donc, c'est un avantage. Puis de ne pas mettre les décideurs TI à la même table, à la table des grands, je pense que c'est une erreur. Puis on ne devrait plus faire ça aujourd'hui, dans une industrie compétitive du moins. Là. Oui. Puis là, mais mettons que je me reporte dans une entreprise, ce serait quoi la grosseur organisationnelle pour avoir quelqu'un qui serait sur le comité? Là, tu vas me dire, ça va dépendre du type d'industrie aussi, mais as-tu comme un genre d'ordre de grandeur? Moi, je dirais rendu à 80-100 personnes. S'il n'y a personne d'IT en haut ou qui a une influence, ça ne marche pas. Big Bang, vous voyez, quand je regarde l'historique, mais étant moi-même d'IT, il y a toujours une influence prédominante dans ce qu'on fait. Mais si je regarde les clients, moi, je dirais... Rendu à 100 personnes, s'il y a quelqu'un la personne doit avoir de l'influence parce que ça commence à impacter. Là, c'est un groupe de personnes, une masse critique de gens que la productivité quotidienne peut changer drastiquement si on a les bons outils. Là. Les bons outils, puis c'est là aussi qu'il faut avoir une vision d'intégration pour ne pas partir une nouvelle affaire qui ne parle pas avec l'autre, puis ne parle pas avec l'autre, puis le marketing intégré avec les ventes intégrées avec les finances, les opérations, toute cette chaîne-là, il faut que ça se parle. Puis déjà, on parlait de style d'entrepreneurship. Moi, dans un style que si je pars à une nouvelle entreprise demain, parce que j'aime pas ces mots de tête-là d'intégration, moi, je suis genre à surdépenser la première année juste pour dire que tous les softwares sont en place. Oui. Puis j'aurais pas ce mal de tête-là, ça m'énerve. Mais c'est ça. Puis des fois, c'est pas d'attendre qu'on soit rendu 100, c'est de dire, hey, l'an prochain, on va être X ou Y ou Z, puis dire, commençons à magasiner ça maintenant, parce que là, c'est pas un problème. Mais ça va l'être l'an prochain, puis c'est être capable justement de ne pas être réactif. Bien, c'est comme en RH, à l'époque, on disait la règle du pouce. Moi, quand j'avais commencé en coaching il y a 15 ans, on disait quand tu es arrivé à 100 employés, tu dois avoir quelqu'un d'RH. C'est plus aujourd'hui. Oublie ça, là. Rendu à 20 personnes. C'est comme, exactement, tu sais. Fait que, puis plus tu l'auto, plus tu mets des processus en place, plus tu mets des systèmes. C'est la même chose avec la technologie. Nomme-moi des histoires à succès d'intégration technologique, parce que là, on a parlé beaucoup des enjeux, des défis technologiques, mais y a-tu des projets qui te viennent en tête, là, où tu es parti d'une entreprise X, puis tu l'as amené ailleurs, puis qui ont fait une belle intégration, puis ont trouvé des résultats? As-tu des choses qui te viennent en tête? J'ai pas d'exemple spécifique. Ce que je vois, souvent, en fait, l'histoire la plus classique qu'on a, je parlais des entreprises qui viennent publiques. Fait que une histoire à succès rapide qu'on a, là, qui est réactive, là, pour prendre un exemple plus difficile, c'est dans le software, quand il va y avoir une entreprise qui veut devenir publique ou faire un IPO,
qui va vouloir avoir, quand on va devenir faire un IPO puis être public, ça prend un certain set de livres comptables. Donc, ils vont sauter, ils vont faire tous les bouts de la business avant, puis arriver à la fin, ça nous prenait le système comptable et le rapport. Puis c'est comme s'il fallait faire la fondation d'une maison après avoir bâti la maison. En gros, les boîtes de commerce électronique, c'est la même chose. Ils vont commencer à faire le site web, vont tout faire, puis à la fin, on va faire la finance. Mais ça, c'est des projets que je trouve le fun parce qu'on permet à une entreprise à atteindre son prochain jalon, mais on est arrivé après coup. Ça, c'est une façon. Moi, les projets que j'aime le mieux personnellement aussi, c'est les clients qui ont... je prends des clients locaux, t'en connais, qui vont avoir... ils vont avoir l'entreprise au Canada. Puis là, ils disent, là, on va ouvrir un bureau aux US. Puis, OK. Nous, on a le fait. On a les systèmes comptables pour le faire, pour faire du multi-devise, du multi-entité, tout le kit. Puis, c'est le fun parce qu'après ça, quand la personne commence à ouvrir des bureaux partout, mais tu étais là à chaque fois. Ou sinon, pourquoi j'aime les clients décentralisés aussi, là, il n'y a rien qui fait plus rire que, des fois, je dis, il nous manque de la business aux États-Unis cette année, il faut percer. Puis là, t'es comme, on fera ça tantôt. On va en Europe, puis là, les clients européens ont des bureaux aux États-Unis. Fait qu'on, dans le fond... Ça revient au même. Ça revient au même. Puis on atteint un point que notre chiffre d'affaires, dans les proportions, ne bouge pas, peu importe dans quel territoire on fait la promotion, parce que notre clientèle s'agrandit. C'est ça. La clientèle s'agrandit. Mais dans le fond, les histoires à succès, c'est d'être capable d'avoir contribué au grand rêve des clients par des solutions simplifiées, intégrées. Oui. Puis être là, être témoin, parce que c'est le fun quand tu regardes une annonce à la télévision, tu fais « Ah oui, j'étais là il y a 10 ans quand c'était rien cette business-là finalement. » Puis c'est ça, c'est juste d'assister. Puis c'est autant c'est le succès, puis malheureusement des fois il y a des échecs. Puis là, tu es comme « Ah oui... » sans nommer, je prendrais une business de linge, j'en ai que ça roulait beaucoup, tout le kit, puis tu voyais les employés commandaient le linge à ce business-là, tout le kit, puis tu voyais ça, mais après avoir implanté le système comptable dans l'entreprise, tu vois la réalité, tu vois l'envers du décor. C'est comme si on était toujours en train d'écouter des films avec des sous-titres, puis le director's cut, puis le commentaire narratif, on a comme une arrière-scène tout le temps. Mais des fois, tu vois où ils se sont plantés, tu es comme, ils ont peut-être exagéré sur cette histoire-là, puis on fait ça avec la confidentialité, mais je veux dire, des fois, on est exposé, puis comme, c'est vrai qu'on peut-être avoir les photoshoots à Hénas, c'était peut-être ambitieux, puis c'était peut-être cute, mais c'était peut-être couper ce bas de dépense-là, puis tu vas passer l'autre entreprise qui se reboot. Fait que c'est non seulement sur les succès, puis en être témoin, mais c'est comprendre les échecs, puis pas les répéter, puis les recycler en conseil de consulting pour les clients aussi. Là. Exact. Une chose que je trouvais importante aussi qu'on se doit de discuter, c'est ta fameuse pyramide. Moi, tu es le premier à voir, parce que moi, je le ressens, je vois plein de business, mais je n'ai pas cette expertise-là. Mais je suis capable de comprendre, non, faut la technologie, mais je n'ai pas l'expertise, d'où notre collaboration ensemble qui est super intéressante. Mais tu as créé une pyramide. Puis ça, j'espère que tu vas pouvoir nous donner de l'info, un guide qu'on va pouvoir mettre dans les notes de cet épisode-là pour les auditeurs. Je sais que tu as un guide là, de transformation technologique, là, fait que les auditeurs, si vous voulez en apprendre plus, là, il y a quelque chose de super intéressant. Mais il y a une pyramide qui est comme les étapes de base, quelqu'un qui fait une stratégie numérique. Peux-tu nous parler des différents systèmes à mettre en place? Oui, donc... il y a quelques années, quand je donnais des ateliers sur la transformation numérique, moi, j'aime pas ça réfléchir, j'aime pas ça avoir mal à la tête, puis j'aime ça le partager avec les autres quand on peut. Ça me prenait un outil parce que ça va vite, il y a plein de possibilités, puis ça me prenait un outil pour désamorcer, vulgariser, simplifier, pour dire, hey, une entreprise là, qui ait 20 ou 20 000 employés, là, qu'elle fasse 10 ou 100 millions ou 100 milliards de chiffre d'affaires, là, grosso modo, là, ça ressemble à quoi? L'entreprise va devoir gérer de la finance, va devoir faire de la production, gérer des relations, faire de la promotion. En gros, c'est ça. Basic comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Puis à la fin, la production, c'est quoi? Je gère du temps de personnes ou des personnes que je mets à contribution à. Je dois produire des biens ou les distribuer ou faire 2D3 ou 3D3. Puis ça prend des systèmes pour faire tout ça. Puis au final, j'ai les relations. Les relations, c'est avec qui? Avec mes clients, mes partenaires d'affaires, mes relations commerciales, mais aussi avec mon staff, mes pigistes. Puis au final, il faut que je fasse la promotion de tout ça. Puis quand on dit promotion aujourd'hui, c'est pas juste pour les produits, mais c'est aussi pour recruter. Oui. Bon, tout ça, là, c'est simplifié. Puis j'ai toute si on veut, l'intergiciel, la colle entre toutes ces choses-là. Il faut que tout se parle.
Ouais. C'est ça, faut que tout se parle. Mais tu sais, dans le fond, moi, quand j'avais vu cette pyramide-là, c'est qu'à la base, tu as les finances. Faut que tu ailles à la base un bon système financier. Après ça, c'est tes opérations, comment tu les gères. Après ça, tu as ton système humain. Fait que moi, je suis capable, présentement, là, quand je fais du coaching, j'arrive dans le volet technologie, je prends la pyramide de Big Bang, puis là, je leur dis, OK, c'est où que vous êtes rouge, jaune, vert? Exactement. Puis là, ça devient facile de comprendre, de dire, OK, bien là, puis là, dans le fond, eux autres, ils pensent qu'ils font, puis souvent, je suis en gros virage technologique, ils sont juste un système financier depuis 2 ans. Exactement. Ils n'ont rien fait, ils ne sont pas dans le relationnel, ils ne sont pas dans le marketing, ils ne sont pas dans le système RH. Fait que ça donne une belle clarté de vision, dans le fond. Ça rend accessible l'activité d'architecture d'entreprise à tous. Ça permet la discussion en différentes facettes, puis ça vient adresser notre point de tantôt de dire, mais comment on fait que les systèmes se parlent, parce que ça amorce la réflexion sans la teinter par des produits. Parce que si j'appelle un revendeur demain qui va dire, ben oui, moi je fais tout, la pyramide, j'ai fait au complet, mon système c'est le meilleur, mais c'est pas bon, il faut faire la réflexion en marge de ça. Puis il y a tellement d'acronymes, de buzzwords, de mots à la mode qui vont changer dans 10 ans que si quelqu'un commence à aller sur l'Internet à froid, il faut peut-être en sortir, mais c'est pas ça, c'est se dire, justement, c'est dans où on est faible, qu'est-ce qu'on va améliorer, qu'est-ce qui va nous rendre compétitifs, avec quoi on va l'attendre le KPI l'an prochain. Puis c'est ça la réflexion. Puis la pyramide, c'est vraiment un outil pour dire ça devient accessible à tous, puis c'est pas compliqué. Puis on mettra en marge là, du podcast, là, ça s'appelle la transformation numérique sans dérapage, sans déconnage. Là. C'est un guide qu'on a fait, justement, c'est une 15aine de pages, là, puis c'est pour dire, quelqu'un qui lit ça, il peut aller après ça voir son board, son équipe de direction, dire, guys, est-ce qu'on se lance là-dedans? Puis après ça, aller chercher les gens pour les aider. Mais c'est vraiment un outil de discussion, de visualisation. Puis ça amène de la clarté là où il n'y en avait peut-être pas avant. Exact. Puis ça serait comme la première étape à faire. Justement, si on sent qu'on ne l'a pas, puis on ne sait pas par où commencer. Fait que ça, c'est une façon de faire. Dernier élément, en fait, là, j'ai perdu mon idée. Dernier élément que je voulais parler, y a-t-il des choses que tu voudrais parler qu'on n'a pas discuté aujourd'hui? Non, rien ne vient en tête. Je pense qu'on a bien ficelé tous les sujets ensemble. On a bien fait le tour. En termes de connaissances et de compétences, on en a parlé à l'interne et tout. C'est quoi le futur de Big Bang en disant oui à tout puis en étant partout géographiquement? C'est quoi le futur du Big Bang? Va être où dans 10 ans si on parle de vision? 10 ans, je ne le sais pas. Je vais être honnête. 5 ans, peut-être, on continue le modèle. Je pense que le modèle qu'on a aujourd'hui peut continuer encore. Là. Dans mon sketch, 5 ans, il y a une dizaine de bureaux. Une offre plus élargie. Là. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup dans les systèmes de gestion d'entreprise, mais il y a plein de facettes qu'on n'a pas approfondies. Exemple, la sécurité informatique, le marketing web, on le touche, mais on pourrait aller plus aller en profondeur. Fait que je pense que c'est Big Bang, on emmène large déjà en termes d'expertise, mais dans 5 ans, c'est emmener un peu plus large, mais sans jamais perdre le côté clé en main. Oui. Avoir une saveur guichet unique, puis pas en disant on va tout faire mal, mais c'est juste dire, sans être des pros de tout, si on est capable d'adresser un 80%, là, puis laisser le 20% à d'autres, d'être le point de contact, puis être le prestataire sur lequel vont se reposer les compagnies pour le reste, ben nous, ça ne dérange pas d'être, si on veut, d'agir comme courtier de transformation numérique. D'expert là-dedans. Ouais. Puis dans le fond, c'était ça l'idée que j'avais, c'était d'être capable de dire ce que tu amènes, puis tu es d'accord avec ça, c'est que de penser qu'il va y avoir un one size fit all, un outil que je vais intégrer qui va répondre à tous les besoins de mon organisation, ça n'existe pas, right? C'était déjà romantique, utopique de le penser avant, mais moi, je dis, historiquement, depuis 2015, ça n'existe plus. Ou si quelqu'un veut se lancer là-dedans, ça peut durer un certain temps, mais il ne sera pas compétitif. Il n'y aura pas le meilleur des possibilités. Il ne sera pas en train de s'équiper pour aller à la guerre. Fait que toi, l'idée, c'est d'avoir un système, mais si on reprend la fameuse pyramide de finances, relationnelles, promotionnelles, etc., c'est de dire, selon mon modèle d'affaires, c'est quoi les meilleures plateformes que je peux aller les chercher, les intégrer, les faire parler, avoir l'information nécessaire pour atteindre mon hypercroissance. Exactement, parce que souvent, aussi les meilleures plateformes vont venir aussi avec les meilleures pratiques. Oui. Puis ça, on n'a pas parlé de pratique, mais le but, c'est, parce que le processus, c'est l'outil, mais on n'est pas dans les années 80 où il faut tout coder. Là. Quand j'achète un outil clé en main, ben s'il est bon, ben après ça, il vient aussi avec les bonnes pratiques ou les meilleures pratiques, donc ça va amener un degré de maturité implicite, si on veut, aux façons de faire. Parce que même, puis je dis toujours aux gens, on dit en anglais « dress for the job you want », mais achète ton système pour dans 3-5 ans, parce que justement, tu vas peut-être pas tout utiliser au début, mais au moins, tu vas être exposé aux possibilités. Puis aux meilleures pratiques. Exact. Puis parce que beaucoup de choses qu'on fait, ça paraît pas, mais c'est quand on suit le software, puis, ben,
c'est beaucoup d'organisations qui l'utilisent. Puis au final, si le software est fait pour une entreprise de 20 fois ma taille, les chances sont que peut-être que le processus, un jour, quand je vais grandir, il va fitter pour moi aussi. Là. Fait que c'est juste pour dire, pourquoi faire une nouvelle trace dans la neige quand je peux juste marcher dans les pas de quelqu'un? Là? C'est un peu ça. Puis c'est ça, puis c'est quand moi je vois des gens qui vont dire je vais engager des développeurs, je vais développer mon application à l'interne. Hey, non. Là, il y a du monde, là, tu sais, Monday, là, par exemple, un système de gestion de projet, où, tu sais, puis il y a tellement de possibilités. Ils ont 350 développeurs qui y pensent, là, toi, tu vas en prendre un qui va faire ça. Et tu sais, ça marche pas, là. Oui, c'est ça. Il faut leur répondre, oui, tous les business sont uniques. Mais. C'est ça. Exact. Bon, d'où l'intégration. Tu vas aller chercher différents systèmes qui vont la rendre unique pour driver les bons comportements et atteindre les objectifs. Ouais. Super. Écoute, on vient déjà de faire le tour. Super agréable. Tu me rappelles quand tu veux. Oui, merci beaucoup. Merci. Puis tu es très généreux aussi de ton temps avec ton équipe, répondre à des questions. Merci de nous partager ton fameux guide, justement. Je pense que ça peut aider beaucoup d'entrepreneurs à comprendre leurs prochaines étapes. Mais moi, je dis, ce qu'il faut retenir, puis ce qui est très clair, c'est ayez une vision claire de vous où vous voulez être dans 3 ans et la stratégie numérique devrait vous accompagner pour vous permettre de vous différencier et aussi rendre ça agréable pour vos humains, faciliter leur travail et non pas être une menace. Exact. La dimension humaine est très importante. Se rappeler du pourquoi, très important aussi. Excellent. Alors, merci beaucoup, Gabriel. Merci à toi, Cléo. Merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.